Donc, bonjour, Laurent Rouillard, directeur de la Fédération. Juste en quelques mots, présenter notre plaidoyer et la démarche que la Fédération a lancée au mois de septembre dernier en vue des élections présidentielles et en vue évidemment de l'arrivée d'un nouveau gouvernement au mois de juin. Donc la Fédération, rapidement, avec son Conseil fédéral, a décidé d'interroger en quelque sorte le modèle généraliste du logement social auquel nous sommes très attachés, et également a décidé de s'engager avec beaucoup d'enthousiasme, et nous avons pu le constater dans nos différents rendez-vous avec les offices, sur la voie de la décarbonation du patrimoine des offices, enjeu majeur qui aujourd'hui d'ailleurs fait l'objet de peu de débats pendant cette campagne présidentielle. Donc on a voulu travailler avec 4 experts autour de 4 sujets. D'abord nos locataires, qui sont nos locataires, comment le peuplement des offices a évolué ces 10 dernières années. On a voulu également travailler, nous avons donc travaillé sur le modèle économique, quelles étaient les marges de manœuvre dans le cadre du budget, des budgets du logement au niveau national, quelles étaient les marges de manœuvre qu'on pouvait dégager en faveur du logement social pour renforcer son caractère généraliste. Travailler également avec Carbone 4 et le cabinet ERES, un cabinet spécialisé dans le domaine énergétique, voir comment effectivement on pouvait emmener les 2,2 millions de logements des offices vers la décarbonation de leur patrimoine. Et puis, puisque les offices sont vraiment ancrés et attachés à des territoires avec des collectivités territoriales, on a voulu aussi interroger un peu l'articulation entre les politiques nationales du logement et les politiques locales du logement. Alors, on a fait ce travail avec un certain nombre de personnalités issues de notre Conseil fédéral, bien sûr, de personnalités extérieures de notre Conseil fédéral, et on s'est entouré de 4 experts, 4 chercheurs pour creuser ces 4 sujets. Donc, nous avons travaillé avec Pascal Pétry-Schragon, qui est sociologue à l'INED, et qui porte un éclairage sur justement le peuplement des offices, les attentes des locataires, au vu des travaux de CMI, sur l'Observatoire social du peuplement, sur l'occupation sociale du parc des offices, avec Pierre Madel, qui est économiste et qui est là aussi, bien sûr, ce matin, économiste à l'OFCE, et qui, lui, va nous présenter un peu ses travaux, justement, sur comment les marges de manœuvre pourraient être dégagées en faveur du logement social au travers des politiques nationales du financement du logement. Et puis et ensuite avec Carbone 4, avec Alain Grandjean, qui est associé au cabinet Carbone 4, qui avec le cabinet RS nous a permis finalement de regarder comment ce patrimoine des offices pouvait atteindre la décarbonation et surtout répondre aux exigences de la loi climat et résilience, avec les 3 échéances 2025, 2028, 2034 pour éradiquer les passoires thermiques. Et enfin, à partir d'un travail qui a été notamment co-présidé par Marcel Rogemont au sein de l'USH, on a beaucoup réfléchi avec Rémi Dormois à ce que pouvait être l'AOH, l'autorité organisatrice de l'habitat. Donc je vous propose maintenant d'écouter les 4 experts, 4 chercheurs qui vont présenter les résultats de leur réflexion. Donc je laisse la parole bien sûr maintenant à Pascal. Je passe à Pascal Pétry-Schragon, sociologue à l'INED. Bonjour à tous. Alors, nous, on a un petit écho. Supprimez. Voilà, vous parlez. Est-ce que c'est mieux là? Il faut pas, voilà. Alors, ça a l'air d'être bon. Enfin, de l'autre côté, c'est bon. J'espère que vous m'entendez bien. En France, comme ça vient d'être dit, le modèle du logement social a pour spécificité d'être un modèle généraliste. Donc, pour rappel, ça veut dire qu'il cible à la fois des ménages précaires, mais aussi une partie importante de la population qui va inclure tout ménage qui dispose à la fois de ressources faibles et moyennes. Donc, 66% des ménages français sont éligibles à un PLUS, donc c'est le prêt locatif à usage social, qui est donc le produit standard des logements sociaux. Et si on exclut les propriétaires, on tombe à 34%. Alors, si on regarde les OPH plus spécifiquement, et là, je reprends les chiffres du cabinet CMI. On voit bien qu'il loge un public varié,
tout en fournissant un effort particulier en direction des plus précaires. Donc 91% des ménages présents dans le parc OPH se situent en dessous du plafond de revenu maximal rattaché au plus. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est que la part des ménages précaires est importante, puisque 24% des ménages logés ont des revenus inférieurs à 20% du plafond plus, ce qui veut dire, juste pour vous donner un ordre d'idée, si on prend une personne seule vivant en Île-de-France, qu'elle gagne moins de 402 € par mois. Donc, on est vraiment dans des ménages ayant des ressources très faibles. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que depuis ces dernières années, l'effort d'accueil des plus précaires s'intensifie, puisque les ménages aux faibles revenus représentent, excusez-moi, je vais encore trop vite, 31% des ménages emménagés récents, donc c'est-à-dire qui ont emménagé il y a moins de 2 ans. Donc, en résumé, les OPH répondent bien à leur mission d'accueil généraliste, c'est-à-dire qu'à la fois, ils logent les plus précaires et en même temps, il y a aussi un accueil de public diversifié. Alors, je voudrais ici souligner les enjeux du maintien d'un modèle généraliste. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en raison de la variété des ménages logés, le parc social joue en France un rôle de stabilisateur pour la société. Donc, sans surprise, on pouvait s'y attendre, il est mobilisé par les ménages des catégories populaires pour améliorer leurs conditions de logement, aussi pour bénéficier d'un loyer modéré, mais il constitue aussi à leurs yeux un moyen d'assurer une sécurité résidentielle. Donc ça, c'est un point important. Et cette sécurité résidentielle, elle est garantie grâce à plusieurs choses. D'abord, un bail à durée illimitée et un droit à maintien dans les lieux. Elle est aussi garantie grâce à la possibilité de demander une mutation au sein du parc et puis grâce à l'assurance d'un entretien de l'immeuble et du logement. Et ça, c'est essentiel parce que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ces ménages des catégories populaires, quand ils se logent dans le parc privé, ils sont souvent relégués dans le parc le moins bien entretenu. Donc, la qualité du logement et l'entretien sont loin d'être garantis. Alors, par ailleurs, deuxième élément, c'est que le logement social est perçu par ces personnes comme un mécanisme de compensation sociale face aux diverses épreuves biographiques. Donc, ça peut être une séparation conjugale, du chômage, un handicap, la maladie. Il constitue aussi un moyen de compenser les injustices sociales. Donc, on va mobiliser le logement social et faire une demande pour compenser un salaire jugé trop faible, pour compenser le défaut du paiement d'une pension alimentaire, etc. Donc, c'est important d'ailleurs à ce sujet-là de faire une parenthèse pour rappeler le rôle important du logement social dans l'accueil des familles monoparentales, dont le chef de ménage est une femme dans l'immense majorité des cas. En outre, sur ce point, on peut rajouter aussi que le logement social est bien plus protecteur pour les femmes que le parc privé. Si on regarde le secteur privé, que ce soit la location ou la propriété, ce qu'on voit, c'est qu'après une séparation conjugale, ces dernières doivent très souvent renoncer à leur logement, bien plus souvent que les hommes, alors même qu'elles ont plus fréquemment la garde des enfants. Or, ce qu'on voit, c'est que c'est l'inverse dans le secteur social. Et dernière chose, les catégories populaires utilisent aussi le logement social comme un outil de promotion sociale. Grâce à ce logement, ils vont pouvoir accéder à des espaces auxquels ils ne pourraient pas accéder sans ça. Ils vont aussi pouvoir contrecarrer un déclassement lié par exemple à une perte de revenus ou encore une fois à une séparation conjugale. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que si de nombreuses personnes des catégories populaires, mais aussi des fractions inférieures des classes moyennes, rêvent aujourd'hui d'accéder à un logement social ou se félicitent d'y être logées quand elles sont déjà logées dans ce parc, c'est vraiment parce qu'elles ont pu en construire une image positive qui les conduit à y voir une opportunité plutôt qu'un facteur de stigmatisation. Alors, bien sûr, il y a certains segments du parc social, notamment ceux qui sont situés dans les quartiers périphériques, qui vont être dévalorisés et faire figure de repoussoir. Mais c'est très important de comprendre que, contrairement à une image qui est couramment véhiculée dans les médias, le parc social, pour une grande partie de ces personnes, est perçu comme attrayant et honorable. Donc, il y a vraiment un souhait et une envie de résider dans ce parc. Donc, je conclurai en disant que ces résultats permettent d'éclairer les enjeux de la politique de résidualisation du logement social qu'appellent de leur vœu certains responsables politiques et qui consiste donc à diminuer l'importance de ce secteur pour le réserver aux plus précaires.
Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cette option-là, elle reviendrait à fermer l'issue, enfin, la possibilité du logement social à une partie des catégories populaires, alors même que, comme je viens de le dire, elles investissent cet habitat afin de se sécuriser socialement. Donc résidualiser le logement social, c'est vraiment les priver de cette protection. D'autre part, ce qu'il faut voir, c'est que dans la conception résiduelle, cet habitat joue le rôle d'ultime filet de sécurité. Donc, de facteur d'intégration et de mobilité sociale, il devient plutôt un dernier rempart contre l'exclusion. Donc ça, c'est important parce que résidualiser le logement social, c'est non seulement en modifier la cible, mais aussi le sens. En le réservant aux plus précaires, cette conception aboutirait à réactiver chez ces personnes précaires des situations d'humiliation, d'insécurité, qui pourtant jalonnent déjà leur parcours et qui constituent une caractéristique de leur existence. Donc voilà, je terminerai en soulignant une fois encore l'importance de défendre ce modèle généraliste qui permet vraiment de stabiliser la société. Nous allons donner la parole maintenant à Pierre Madec. Tous, alors je vais essayer de vous partager mon écran. Et ça marche? Oui. Ouais. Donc je vais essayer de vous parler rapidement des travaux qu'on a essayé de mener, qui visaient à comparer un peu les moyens alloués d'un côté au parc social, à la production de logements sociaux, et de l'autre côté à la production de logements privés, que ce soit en accession ou en location. Alors, on m'a demandé de faire court, ce qui n'est pas ma qualité principale, mais je vais essayer quand même de m'y tenir. Rapidement, si on fait un point sur les recettes et les moyens, donc en gros, ce que coûte la politique du logement et ce que rapporte le logement en France, on obtient ce graphique sur longue période. Alors, on est en millions d'euros courants, donc il faudrait corriger l'inflation, il faudrait peut-être regarder en point de PIB, mais au final, le résultat serait à peu près le même. C'est-à-dire que ce qu'on voit globalement, c'est que depuis maintenant quelques années, il y a quand même une déconnexion entre les moyens alloués à la politique du logement, c'est la courbe bleue, et ce que rapporte la fiscalité de l'immobilier. Alors, on met plein de choses dans la fiscalité de l'immobilier, on met les droits de mutation, on met la taxe foncière, on met tout ça. Mais ce qu'on voit, c'est voilà, clairement, il y a une déconnexion entre la courbe bleue et la courbe rouge. Le logement, globalement, en France, rapporte de plus en plus. Par contre, les moyens qui sont alloués à la politique du logement, eux, depuis maintenant plusieurs années, ont longtemps stagné entre 2010 et 2017, et depuis 2017, baissent de manière significative. Si on regarde, là, on a regardé un peu en dynamique, si on regarde en photographie, qu'on s'intéresse à la politique du logement et qu'on essaye de regarder quelle filière, quel secteur du logement est aidé, on voit qu'on donne à peu près tout compris. On prend les APL, on prend les aides à la production de logements, on prend les aides, on enlève juste les aides à la rénovation, mais on regarde vraiment l'ensemble de la politique du logement. Sinon, on voit qu'on aide à peu près de la même façon les bailleurs personnes physiques, le marché locatif privé pour faire court, et les bailleurs HLM, c'est-à-dire le secteur du logement social. On aide un peu moins les propriétaires occupants, mais on aura l'occasion d'y revenir. Mais c'est important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire que quand on intègre les APL dans le calcul, en disant les APL constituent aussi une aide aux filières, parce que c'est une aide au paiement des loyers, on voit qu'il y a cet équilibre qui est assez frappant entre d'un côté les aides allouées aux bailleurs sociaux et de l'autre aux bailleurs privés. Nous, on va s'intéresser uniquement aux aides à la production. On discute un peu du rôle des APL dans la note, et cette question-là est détaillée dans le plaidoyer, mais là, j'ai décidé de faire un focus vraiment sur les aides à la production. Alors, il y a plusieurs façons de voir les aides à la production. Ce graphique-là vous donne les aides dites à la pierre, prises vraiment de façon assez générale. Donc, vous avez les aides aux bailleurs sociaux en bleu. On a essayé d'isoler les aides qui étaient procurées par les emplois aidés, parce qu'on peut considérer qu'en réalité, les emplois aidés ne sont pas vraiment une aide directe. C'est-à-dire que c'est de l'épargne des ménages qui est centralisée par
la Caisse des dépôts qui après donne un certain nombre de taux, mais l'établissement d'un contrefactuel en termes de finances publiques est assez complexe. Donc c'est pour ça qu'il y a cette courbe en pointillé qui corrige de la question des prêts aidés. On voit que globalement, on a des aides directes aux bailleurs sociaux, une fois de plus, qui ont tendance à baisser, les aides à la pierre. Par contre, on a des aides en orange ici aux bailleurs privés, c'est tous les dispositifs fiscaux d'incitation à l'investissement locatif, qui ont tendance plutôt à croître de l'ordre de à peu près 2 milliards, un peu moins de 2 milliards entre 2010 et 2020. Dans le même temps, les aides aux bailleurs sociaux, elles, baissaient plutôt de plus de 2 milliards. Et puis, on a aussi les aides aux accédants qui ont tendance à se réduire au cours des dernières années. Ça s'explique assez bien, notamment par la dynamique des taux d'intérêt, c'est-à-dire que les aides aux accédants sont plutôt des avantages de taux. Le prêt à taux zéro, typiquement, l'avantage conféré par un prêt à taux zéro dans une période de taux bas est mécaniquement plus faible que l'avantage conféré par un PTZ en période de taux élevés. Donc ça, c'est vraiment quand on regarde l'ensemble des aides à la pierre, il s'avère que en réalité, c'est une vision un peu excessive de ce que représentent les aides à la pierre, à la production de logements, parce que ce que prennent en compte, on peut penser que ce que prennent en compte les investisseurs, qu'ils soient bailleurs sociaux ou privés, c'est plutôt les aides directes au moment de la production de logements. Et donc, du coup, il faut plutôt restreindre le champ des aides à la pierre aux aides qui sont versées au moment de la production de logements et pas aux aides qui sont versées au cours de la durée de vie du logement. Donc, c'est ce que fait ce graphique. On va appeler ça les aides à la pierre directes. Ce qu'il y a dans les aides à la pierre directes, c'est dans le parc, pour les bailleurs privés, les aides type Pinel, les réductions d'impôts, donc directes. Et pour les bailleurs sociaux, c'est les subventions qui sont perçues au moment de la production d'un logement social. Et le diagnostic qui était posé précédemment reste ici valide, c'est-à-dire qu'on voit bien cette baisse de l'ordre de 3 milliards des aides à la pierre directes versées aux bailleurs sociaux et dans le même temps une augmentation de l'ordre de 1,5 milliard des aides à l'investissement locatif. Un autre travail qu'on a essayé de faire, du coup, à partir de ces résultats, c'est d'essayer de comparer le coût par logement en fonction des différents types de logements produits. Qu'est-ce que coûte pour les finances publiques au sens très large? On a essayé de ventiler, je vous invite une fois de plus à lire la note, mais entre les collectivités locales, l'État, mais je ne rentre pas dans le détail ici. Qu'est-ce que coûte la production d'un PLAI, d'un PLS, d'un PLUS, d'un Pinel ou d'un logement financé avec un PTZ? Qu'est-ce que ça coûte pour les finances publiques? Il y a deux méthodes, deux façons de voir ça. Il y a une méthode d'abord un peu globale, c'est-à-dire on ne prend pas en compte, par exemple, la durée de vie du logement et on regarde juste ces aides directes allouées par logement. On obtient donc ce graphique. On voit que sur l'ensemble de la durée de vie d'un logement, si on prend juste les aides directes, un PAI coûte à peu près 40 000 € pour les finances publiques. Alors, coûte, en réalité, il y a beaucoup de manque à gagner là-dedans. Hein. C'est plutôt du manque à gagner fiscal que des coûts, parce qu'il n'y a pas 40 000 € de subventions versées, mais donc c'est le coût global pour les finances publiques. Pinel, c'est pareil, il n'y a pas de subvention directe, c'est une réduction d'impôts, donc on peut plutôt raisonner en termes de manque à gagner. On a ce classement-là où, certes, le PLAI reste le logement le plus aidé. Évidemment, ça aboutit à des loyers de sortie qui sont très bas. Mais juste après, dans le classement, arrive le Pinel sur 12 ans et le Pinel sur 9 ans. Vous savez sûrement que l'avantage fiscal dépend de la durée de mise en location. Et puis arrive assez loin derrière le plus et le PLS et le PTZ qui sont au final assez peu aidés par rapport aux dispositifs cités précédemment. Une autre façon de voir les choses, c'est de prendre en compte cette durée de vie du logement et d'essayer de regarder à partir du moment où on met en production un logement, qu'est-ce qui va coûter l'année d'après, l'année d'après, l'année d'après, et donc d'essayer d'intégrer toutes les aides qui vont dépendre de la durée de vie du logement. Donc, typiquement, dans le parc social, par exemple, vous allez avoir des exonérations de taxes foncières qui peuvent se prolonger sur plusieurs années. Dans le parc privé, vous avez aussi un peu d'exonération de taxes foncières au début, mais vous avez aussi tout un tas de dispositifs fiscaux, c'est-à-dire qu'en plus de l'avantage fiscal lié au Pinel, vous allez pouvoir déduire une partie des loyers ou des charges de vos impôts, etc. etc.
Et donc ça donne le graphique qui est ici, où on regarde sur 20 ans, à pas de temps annuel, le coût pour les finances publiques, le coût global pour les finances publiques de tel ou tel dispositif. Là, on voit bien, alors on aurait pu mettre le Pinel sur 9 ans, mais on a essayé de prendre la durée de vie la plus longue, parce qu'en réalité, un Pinel vit globalement en tant que dispositif Pinel moins longtemps qu'un logement social. Ça, il y a un consensus pour le dire. Mais donc, quand on regarde un Pinel 12 ans, on fait l'hypothèse que ce Pinel, même après la fin de la réduction d'impôt, continue à être mis en location. C'est une hypothèse forte, parce que en réalité, ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Mais donc, on regarde le coût d'un Pinel 12 ans, d'un logement aidé à l'accession, d'un PLAI, d'un plus, d'un PLS, et on voit que les dispositifs d'incitation à l'investissement locatif sont les logements les plus aidés. Alors là encore, je vous renvoie vers la note où on essaye de traduire ça en disant si on arrête le Pinel, combien on peut construire de PLAI en plus. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Tout ça est détaillé dans la note, mais c'est intéressant d'avoir ces ordres de grandeur en tête et de voir que les logements des bailleurs privés, en tout cas neufs, sont quand même particulièrement aidés et sont plus aidés que le PLAI, le plus ou le PLS quand on prend toutes les aides, alors même qu'on a des loyers de sortie qui sont très différents. Je ne rentre pas dans le détail, mais dans cette slide, la présentation vous sera peut-être envoyée, il est question justement de comparer ces loyers de sortie, c'est-à-dire de dire on a des Pinel 12 ans qui sont plus aidés que les PLAI, les plus, les PLS, alors même qu'on a des loyers de sortie qui sont bien plus hauts, donc on aide plus pour des loyers de sortie plus élevés, ce qui est quand même assez étonnant. On développe aussi un petit point de dire, on parle souvent de l'avantage HLM, les 20 milliards d'euros que représenterait l'avantage HLM, c'est-à-dire les 20 milliards d'euros que représenterait la différence de loyer payé par les locataires dans le parc social par rapport à une situation contrefactuelle où ils seraient dans le parc privé. Il s'avère que cet avantage HLM, en plus de constituer un gain de pouvoir d'achat important pour les ménages, permet de réaliser un certain nombre d'économies sur les APL. Pareil, je passe rapidement parce que je pense que j'ai déjà dépassé mon temps. Et pour finir, on a fait un petit calcul intéressant qui est plus macro, qui est de dire que cet avantage HLM, c'est aussi de l'argent qui reste dans la poche des locataires HLM et qui ne va pas, sans jugement de valeur aucun, mais qui ne va pas dans la poche de bailleurs privés. Or, le profil de ces deux types de ménages est très différent, notamment en termes de consommation, et qu'en faisant un certain nombre d'hypothèses qui sont détaillées dans le slide-là, on pourrait chiffrer que cet avantage HLM a pour conséquence directe d'accroître la consommation des ménages de l'ordre de 6 milliards d'euros. Plus, tous ces calculs sont détaillés dans le plaidoyer et dans la note, donc je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention. Je pense que j'ai été long, donc je suis désolé. Merci. Donc, nous enverrons donc aujourd'hui présent la note de synthèse qui présente les 4 thèmes que chacun vous présente ce matin. On verra à l'issue de la conférence de presse, sachant que au-delà de cette note de synthèse, nous sommes en train de rédiger des documents plus complets avec tous les arguments, les éléments qui eux seront présentés un peu plus tard, donc après les élections présidentielles. Donc, je vais laisser la parole à Paco Badillo, qui est membre de Carbone 4, qui nous a accompagnés avec le cabinet RS sur la modélisation du parc des offices en vue de sa décarbonation. Donc, je lui cède tout de suite la parole. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, on a mené cet accompagnement avec la société RS, donc on remercie, qui s'est principalement occupé de la partie simulation quantitative, quand je parlerai de modélisation de simulation, principalement leur travail. Sur les grands objectifs de cet accompagnement-là, on avait identifié 2 grands axes. Le premier, c'était déjà d'apporter un éclairage bien précis sur tous les enjeux énergie et carbone pour les OPH et pour le bâtiment. Et puis, une fois ces enjeux-là maîtrisés, l'objectif, c'est de produire aussi un travail de scénarisation bas carbone et d'analyse afin de comprendre comment est-ce que les OPH peuvent contribuer de manière pertinente et de manière juste à la feuille de route de décarbonation nationale. Donc, sur le premier axe des enjeux, un élément central quand on parle de transition bas carbone en France, en tout cas, c'est ce qu'on appelle la SNBC, donc la Stratégie nationale bas carbone. C'est une feuille de route qui fixe des budgets d'émissions de gaz à effet de serre pour l'ensemble des secteurs de l'économie française. Et l'objectif principal, c'est la neutralité à 2050. Donc, ça veut dire qu'ici, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être tous ces budgets carbone, mais également énergie pour le bâtiment. Et puis, la deuxième chose, on en a parlé en introduction, c'est une contrainte réglementaire issue de la loi climat résilience
qui a introduit l'éradication des passoires thermiques. Et donc, les passoires thermiques sont les logements les plus énergivores. On se base sur des étiquettes DPE, diagnostic de performance énergétique, pour identifier ces logements les plus énergivores. Et l'objectif est de les éradiquer aux échéances donc 2025, 2028 et 2034 en fonction du niveau de performance de chacun de ces budgets. Et donc, en fait, ce que l'on voit, c'est qu'on a deux paramètres contraignants, un peu au sens mathématique du terme ici. On a d'une part un budget carbone-énergie qui est produit par la SNBC. Et puis de l'autre, on a une contrainte sur le rythme de rénovation, et donc le nombre de rénovations qui doivent être produites pour tenir les échéances réglementaires dont on a parlé. Une fois qu'on a fixé ces enjeux, l'objectif, c'est donc de fixer ce travail de scénarisation avec d'abord un état des lieux initial pour savoir de quel point on part avant de s'intéresser à la feuille de route et à l'objectif final. Cet état des lieux initial, déjà, d'emblée, il a montré plusieurs points positifs sur le parc des OPH. Le premier, c'est qu'on a un nombre de logements avec des étiquettes donc DPE, dont je vous parlais précédemment, A et B, donc les logements les plus performants, qui est remarquable, de plus de 10%, donc qui montre une bonne performance sur ces logements-là. La deuxième chose, c'est qu'on a un nombre de logements qui est raccordé à ce qu'on appelle les réseaux de chaleur urbains, qui est de l'ordre de 20%. Donc ça, c'est très élevé et c'est un très bon point puisque ces réseaux de chaleur, on l'a vu historiquement et c'est voué à continuer. Il y a une forme de décarbonation de ces réseaux avec une introduction notamment d'énergie renouvelable dans ces réseaux-là qui permet d'en faire un vrai argument de décarbonation. Si on se pose la question de comment ça se fait qu'on se retrouve sur ces performances-là, en réalité, ce n'est pas parce que le parc des OPH est particulièrement neuf, mais c'est bien du fait d'un engagement historique des offices dans cette transition environnementale. Et on le voit par exemple avec un chiffre qui est le nombre de rénovations qui ont été mises en œuvre en 2019, de l'ordre de 41 000 rénovations. Donc ça montre cet engagement déjà des offices avant cette phase de scénarisation. En termes d'objectifs, la SNBC, on l'a dit, vient fixer des réductions drastiques des émissions de gaz à effet de serre, de l'ordre de 95% en 2050. Et comment est-ce qu'on réduit les émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment? On le fait de deux manières complémentaires. La première, c'est de réduire les quantités d'énergie consommées. Donc ça, c'est typiquement la rénovation qui va nous le permettre. On va viser un indicateur particulier qui est 100% du parc à un niveau bâtiment basse consommation, qu'on retrouve également dans la SNBC. Et puis une fois qu'on a réduit cette consommation énergétique, la deuxième chose, c'est que toutes les énergies n'ont pas exactement le même contenu carbone. Typiquement, il y a des énergies comme le fioul ou le gaz qui sont beaucoup plus carbonées, notamment en France. Et donc ça se traduit au travers de trois indicateurs dans la stratégie des OPH. D'une part, l'éradication du fioul complète. D'autre part, une forte baisse du gaz, avec tous les enjeux associés au gaz qui sont ressortis d'autant plus forts ces derniers jours. Et puis, à l'inverse, un raccordement plus important au réseau de chaleur et aux solutions électriques performantes. Et donc, en termes de modélisation et de scénarisation, ce qui a été produit par ERES, on a deux paramètres structurants sur cette modélisation-là. Le premier, c'est de définir le rythme des rénovations. On l'a dit, on aura besoin de rénover le parc fortement. Donc, combien de rénovations par an? Et de façon assez logique, quels sont les coûts associés à ces rénovations? Et donc, quels sont les budgets à prévoir pour les années à venir pour atteindre ces plans de rénovation-là? En termes de rythme de rénovation, ce que la modélisation d'ERES montre, c'est qu'avant 2025, qui est la première échéance d'éradication de passoires thermiques, on vise environ 48 000 rénovations par an. Avant 2028, 43 000. Donc, vous voyez qu'en moyenne, on est autour de 45 000 pour 41 000 rénovations en 2019, ce n'est pas extrêmement éloigné. Par contre, là où il faut être vraiment attentif, c'est qu'en réalité, les ambitions qui sont portées derrière ces rénovations sont tout autres, puisqu'on vise à éradiquer des passoires thermiques, donc des logements extrêmement énergivores. Ça, c'est la première chose, il va falloir les faire sortir de ce statut-là. Et l'autre chose, c'est que ces logements-là, au-delà de les faire sortir du statut de passoire énergétique, il va falloir les amener vers des niveaux de performance qui soient pertinents vis-à-vis des ambitions élevées, notamment de la SNBC. Et ça se traduit comment? Notamment au travers des budgets. Avec des budgets qui vont quasi quadrupler jusqu'en 2025, donc de l'ordre de 3,8 milliards par an au lieu de 1 milliard aujourd'hui, puis 3,2 milliards par an jusqu'en 2028. Ce qu'on voit ensuite, c'est qu'à partir de 2034, une fois toutes les passoires énergétiques éradiquées, on peut augmenter le nombre de rénovations, environ 75 000 par an, avec un budget qui reste de l'ordre de 2 milliards par an, puisqu'on a affaire à des bâtiments qui sont déjà de base moins énergivores et qui nécessitent donc des ambitions de rénovation un petit peu moins importantes. Donc vraiment, pour terminer là-dessus, on voit deux choses dans cette scénarisation. Il y a un effort financier très important qui est à prévoir. Il faut absolument que cet effort soit juste et qu'on s'assure qu'il soit soutenable pour les acteurs qui y seront engagés. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit qu'il est important de s'ancrer aussi dans un modèle de budget pluriannuel, c'est-à-dire éviter d'avoir uniquement un budget annuel. La transition bas carbone, c'est vraiment une course de longue haleine. Ça demande de s'intéresser au moyen et au long terme. Et donc, ce budget pluriannuel est nécessaire pour prévoir les évolutions de budget liées à la scénarisation dont on a parlé précédemment.
Et donc finalement, cette rénovation du parc social, il faut aussi voir que c'est un ensemble d'avantages pour le parc social et pour les ménages qui l'habitent. En améliorant la performance énergétique et environnementale d'un logement, on augmente le confort, on améliore la nécessité de maintenance également. Et enfin, et ça c'était un point très important pour nous chez Carbone 4, et on est très fiers d'avoir pu le mener auprès des OPH, la rénovation du parc social, elle revêt un rôle vraiment essentiel dans la transition environnementale parce que l'éradication des passoires thermiques, c'est avant tout la capacité de sortir les ménages de la précarité énergétique. Et donc, on a un très bon exemple de transition environnementale associée à une forme de justice sociale. Et ça montre vraiment la pertinence et le côté positif de la démarche. Merci donc pour cet éclairage. Pardon, je vais laisser la parole à Rémi Dormois qui va nous parler donc de l'AOH, et un sujet important pour les offices qui sont, comme vous le savez, donc rattachés des collectivités territoriales, dont certaines ont déjà des délégations des aides à la pierre. J'en profite également pour remercier le cabinet 1630 qui est présent ce matin et qui nous accompagne aussi dans la mise en musique de tous ces travaux et de leur coordination. Et donc là, je laisse la parole donc, à Monsieur Dormois. Rémi. Bonjour, merci, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, très rapidement, je vais vous restituer l'accompagnement qui a été fait auprès de la Fédération sur ce volet politique publique, conduite de l'action publique. Alors, le constat qui a été partagé avec la Fédération, c'est de dire le champ de l'habitat, on est un peu au milieu du gué, c'est-à-dire que c'est une compétence qui n'a pas été clairement transférée aux collectivités territoriales, contrairement à l'urbanisme, contrairement aux routes. On a l'habitude de dire que c'est une compétence partagée entre l'État et les pouvoirs locaux. Le deuxième constat important, c'était de dire, bon, d'un côté, donc pas de transfert clair de cette compétence, mais on a eu un processus de renforcement de l'action des intercommunalités et des départements dans le champ de l'habitat. Vous avez peut-être entendu parler des programmes locaux de l'habitat. C'est aujourd'hui le principal outil de financement des collectivités territoriales qui souhaitent accompagner, par exemple, les offices HLM dans la réhabilitation, la construction de logements sociaux. Donc, on a eu progressivement, depuis les années 90, un renforcement de l'intervention des collectivités territoriales qui ont alloué des moyens financiers supplémentaires pour accompagner les politiques nationales. Ce sur quoi je veux insister dans le bilan actuel, c'est de dire qu'on a donc à la fois un mouvement où les collectivités locales ont renforcé leur rôle, et pourtant, elles n'ont pas encore la capacité vraiment à conduire des vraies politiques locales, dans le sens où elles ne peuvent pas différencier les actions qu'elles conduisent parce que le cadre réglementaire est encore pensé au niveau national. Et je vais l'illustrer, lorsque vous êtes une collectivité en marché du logement dit détendu, vous souhaiteriez quelquefois amender le cadre réglementaire pour pouvoir louer plus facilement les logements, pour pouvoir déroger à des plafonds de ressources pour des ménages qui rentrent dans le logement social. Cette capacité à différencier, elle n'est pas permise réglementairement aujourd'hui. Et c'est ça le point fondamental de la réflexion des offices, c'est de dire finalement, qu'est-ce qui s'ouvre devant nous et qu'est-ce qu'on doit porter au niveau national. Première chose, on pourrait se dire, on va vers un nouveau champ de décentralisation. La réponse a été non. Aujourd'hui, il y a tellement eu de lois récentes de transfert de compétences qu'il y a une forme d'épuisement du local à avoir chaque fois une feuille de route qui change, de nouvelles compétences avec des moyens qui ne suivent pas. La proposition de la Fédération, c'est plutôt de dire non, il faut qu'on travaille plutôt de donner une capacité au territoire à pouvoir réellement conduire des politiques locales et à amender le cadre national. Et c'est là qu'arrive la première proposition forte, c'est l'autorité organisatrice de l'habitat. Alors cette proposition, elle a franchi un cap, vous le savez certainement, elle est inscrite maintenant dans la loi, la dernière loi 3DS. Elle a un contenu assez limité aujourd'hui, mais ça va être tout ce travail de conviction que va conduire la Fédération des offices auprès des partenaires, ça va être de faire monter en régime ces autorités organisatrices de l'habitat. Aujourd'hui, c'est simplement les intercommunalités qui peuvent accéder à ce statut. Peut-être demain, les départements le pourront, mais dans tous les cas, cette notion d'autorité organisatrice, c'est la sollicitation vis-à-vis du niveau national de pouvoir différencier les politiques locales en les adaptant réellement aux réalités des marchés immobiliers locaux. On souhaite que le local puisse
dans des périodes bien définies dans le temps et sur des objets bien précis, mais pouvoir solliciter une application réglementaire différente parce que le politique de l'habitat n'est pas la même à Nice qu'à Dunkerque, qu'en zone de montagne ou qu'en zone littorale. Et on entend beaucoup parler de territorialisation, de libération des énergies des territoires. La volonté de la fédération, c'est de pouvoir l'incarner, ça, y compris sur des amendements réglementaires pour pouvoir avoir des outils plus efficaces en fonction de la réalité des marchés locaux. Donc, une première étape a été franchie. L'autorité organisatrice de l'habitat existe législativement, réglementairement. Elle doit maintenant monter en puissance dans sa feuille de route, dans son périmètre d'intervention. Puis la seconde proposition qui est portée, c'est qu'au niveau des régions, vous le savez peut-être pas, mais il existe une instance de coordination entre l'État et les collectivités qui s'appelle le comité régional pour l'habitat, l'hébergement. C'est une instance paritaire, on va dire, sans renvoyer au syndicat, hein, on est sur État-collectivité, qui se prononce, qui rend énormément d'avis sur les politiques locales de l'habitat. La proposition qui est portée par le manifeste de la Fédération, c'est de faire jouer à ces CRHH, excusez-moi de l'acronyme, hein, ces comités régionaux, plus de rôle pour pouvoir justement encadrer, mais permettre cette différenciation des politiques locales, que ce comité régional puisse se prononcer sur des propositions émanant des collectivités, donner un accord, le borner, évaluer, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas non plus de tout permettre en termes de dérogation réglementaire, mais vous voyez, c'est un peu cet équilibre. On a des AOH qui sont aujourd'hui crantées, elles existent, on peut leur renforcer leur pouvoir, ce serait un renforcement encadré par ce rôle du comité régional. Voilà les propositions qui sont portées. Merci. Écoutez, avant la séance de questions, donc ce travail compte 10 propositions et Marcel Rogemont donc, va vous les présenter, en tout cas les propositions phares que nous souhaitons faire donc, aux candidats puis au nouveau pouvoir public. Donc, je laisse la parole à Marcel Rogemont, le président de la Fédération. Merci. D'abord, je veux commencer par remercier tous les travaux qui ont été faits dans ce plaidoyer pour le logement social. Si, en regardant un peu et en écoutant toutes les interventions, il y a un slogan de mai 68 qui me revient en tête. C'était « Derrière les pavés, la mer ». Et on l'a vu parce que derrière les acronymes, vous savez, la technocratie de notre discussion avec la CGLLS, les Caléoles, il y a même le CIL qui a changé de sexe. Avant, il y avait un CIL, maintenant il y a une CIL. Derrière ces acronymes, une réalité vivante, c'est-à-dire une réincarnation, et on a besoin d'une réincarnation du logement social. Ce sont des personnes qui espèrent vivre. Les noms de stabilité, de promotion sociale sont de vigueur et non pas simplement de cornériser le logement social. C'est un ensemble, réincarner le logement social. Et par rapport à cette action-là, nous souhaitons effectivement, proposition numéro 4, bien naturellement, que cette mesure totalement sotte, emblématique d'une politique de la suppression, on souhaiterait la suppression de cette mesure sur les 5 €. Et puis, on souhaiterait aussi une juste réévaluation des APL et notamment du forfait charge. Derrière les agrégats, qui nous sont immédiatement et souvent amenés. Regardez un peu, ou écoutez un propos qui a été tenu après les Gilets jaunes, où on disait comme ça 40 milliards pour la politique du logement et 4 millions de mal logés. Le logement social ne fait pas son travail. Le résultat, c'est 2,5 milliards d'économies sur les APL, c'est moins 2 milliards pour les bailleurs sociaux. Comme si c'était ça la chose, alors que force est de constater que le travail qui a été fait par le logement social doit être là aussi, j'allais dire, rehaussé dans notre société. C'est pourquoi nous faisons plusieurs propositions. D'abord, la proposition de supprimer à terme, le plus rapidement possible, la réduction de loyer de solidarité, qui n'est plus ni moins permet de faire financer par les bailleurs sociaux une partie des APL. Et donc, nous souhaitons par ailleurs aussi
que l'exonération de taxes sur les propriétés bâties. Pourquoi il n'y a pas une exonération totale pour les collectivités territoriales lorsque, dernièrement, le Parlement vient de compenser cet exode de TFPB pour le logement locatif intermédiaire par le biais d'une réduction d'impôt. Là, il y a une question importante. La proposition numéro 2, c'est aussi de dire, en gros, si on a mis plus 2 milliards de plus sur les bailleurs privés et moins 2 milliards sur les bailleurs publics, peut-être qu'on pourrait essayer de rééquilibrer les choses. Okay. Notamment en regard de l'apport que peut avoir et les uns et les autres pour loger l'ensemble des ménages de notre pays. C'est pourquoi nous souhaitons que ce rééquilibrage puisse être fait, c'est la proposition numéro 2. De même que la proposition numéro 3 est important, pensez que l'avantage fiscal pour le logement locatif intermédiaire est supérieur à l'avantage fiscal pour le PLUS, puisque désormais, le taux de TFPB pour le LLI est pris en charge par une réduction d'impôt. Je dis là, il peut aussi rééquilibrer les choses et de faire en sorte qu'on rehausse l'apport du logement social pour loger les ménages. Il y a eu une réunion hier ou avant-hier, je ne sais plus, présidée par la ministre, Madame Vargon, sur le logement des personnels de santé. Imaginez un peu que le cœur de la proposition, c'était le développement du logement locatif intermédiaire et que le président de l'ARS, l'Agence régionale de santé, proposait de mobiliser 50 millions d'euros pour essayer de baisser les loyers du logement locatif intermédiaire, alors que le PLS, le PLUS participe et pourrait accueillir l'ensemble des infirmiers et infirmières. Il y a un vrai problème et c'est pourquoi nous demandons effectivement la TVA à 5,5 et nous demandons un meilleur équilibre dans les financements entre le logement, je veux dire, qui n'est pas social et le logement social. Je veux aussi, à la suite aussi, de rappeler, puisqu'on a pas mal dit de choses sur, quand on regarde les investissements des organismes d'HLM, on se focalise sur la production en laissant de côté le mur d'investissement que représentent les objectifs nationaux et internationaux sur les consommations carbonées. Et donc c'est pourquoi nous souhaitons, écoutez, j'avais dit ça de façon un peu comme ça à l'emporte-pièce, hein, pourquoi on ne mettrait pas MaPrimeRénov' HLM? Après tout, on met de l'argent pour MaPrimeRénov' de façon un peu désordonnée pour les propriétaires privés. Pourquoi? Il nous faut absolument un financement stable, pluriannuel. Et ce financement, ce doit être des fonds gratuits. Je veux aussi dire que c'est la seconde vie des bâtiments, parce qu'au moment où nous faisons l'amélioration thermique du bâtiment, on doit aussi faire en sorte que, et la pandémie nous a appris beaucoup de choses, bien de faire en sorte que ces logements soient habitables aussi en 2050, et pas simplement sur le plan thermique. Et donc là, il y a là aussi à réfléchir quelque chose sur la seconde vie, comment bâtir les choses. Et puis, derrière les pavés, la mer, c'est aussi derrière les instructions, les réglementations, les organisations qui nous sont proposées pour les politiques du logement social. Eh bien, c'est une réalité qui oblitère une réalité simple. Qui décide de construire? Ce sont les élus. Et les élus, il faut qu'ils soient considérés dans l'organisation des politiques du logement. C'est pourquoi nous souhaitons que, après avoir, dans le cadre de la loi 3DS, poussé ici et là la création des autorités organisatrices de l'habitat, nous souhaitons effectivement, comme il était indiqué à l'instant par M. Dormois, que l'institution est mise en place, il faut la doter de compétences supérieures. Et bien naturellement, proposition numéro 9, proposition numéro 10,
Moi, j'ai souvenance des autorités organisatrices du transport, qui sont devenues des autorités organisatrices de la mobilité. Il y a un versement transport, il y a un versement mobilité. Eh bien, pourquoi ne pas créer, ou pourquoi pas ne pas se servir éventuellement de taxes pour créer un versement logement? Et ça, cette question-là, elle est importante. Pourquoi? Parce que les collectivités locales qui décident de construire, aujourd'hui, il n'y a plus de recettes affectées à l'acte de construire. La taxe d'habitation n'existe plus. Et donc, il faut réamorcer une incitation à construire. On ne peut pas forcer les élus à construire par des dispositions coercitives. Il faut redonner un appétit aux élus locaux à construire, et pour cela, il faut impérativement créer un versement habitat. Après tout, il y a certains qui s'interrogeaient sur le montant du versement 1%, enfin des 0,45, 1% logement. Eh bien, si tout ou partie de ce versement allait vers les autorités organisatrices de l'habitat, alors il y aurait des moyens à la disposition de ceux qui décident de la mixité sociale, qui décident de construire. Il faut impérativement mettre en place quelque chose qui incite les élus locaux à construire. Ce n'est pas simplement les grandes organisations verticales qui pourront résoudre la question du logement social. Voilà les quelques propositions que j'ai voulu souligner au travers de mon intervention, vous laissant la possibilité désormais, si j'ai bien compris Laurent, de change de questions. Voilà, des questions.